Mesdames et messieurs, chers étudiants, étudiantes, chers internautes, bonsoir. Bienvenue à cette conférence débat à l'occasion des jeudis de l'UPEGA. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Marie-Christine Stephenson autour du thème quel aménagement du territoire en Haïti, pour Haïti, disons mieux. Maintenant, en ce qui concerne son parcours professionnel, Madame Marie-Christine Stephenson est une géographe, d'aménagisme et développeur territoire intégré, MCS, coordonnatrice de programme tourisme côtier durable, TCD, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Haïti, membre fondatrice et directrice des relations publiques. Le 8 octobre 2024, elle est nommée secrétaire exécutif du comité interministériel d'aménagement du territoire en Haïti. Nous avons le privilège de faire sa connaissance. Maintenant, juste avant de passer la parole à la madame, il est impérieux que vous fassiez, que vous preniez une bonne position dans l'objectif d'écouter avec soin ce sujet très important et essentiel. Maintenant, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Ok, madame, vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, merci. Bonsoir tout le monde. Merci à l'Université publique de la Grandance. Nous trouvons une excellente initiative que nous prenons dans le jeudi de l'UPEGA, qui fait écho au jeudi des territoires que SIAT fait classer et qui permet que la vie étudiantine capable d'animer, capable d'enrichir par des apports externes qui ne sont pas forcément professionnels. Donc, moi, vraiment très contente aujourd'hui à comme là avec vous. Alors, qui a soigné, on va peut-être reprendre une présentation de cette fête-là parce qu'il y a quelques mal donnes. C'est-à-dire que moi, vous avez par email pour lui, ça c'était signature, mais mon document que moi, vous avez, c'est lui-même qui est passé pour lui, qui était biographie. Alors, je vais préciser parce qu'il y a des bagages qui ne sont pas exacts. Donc, moi, c'est un géographe spécialité. Alors, nous allons voir plus devant, peut-être, qui ça, parce que nous avons sa géographie, mais nous allons appréhender un peu mieux. Donc, formation de base, moi, c'est géographie. Ensuite, aménagement de territoire, et moi, faire une spécialité en développement, aménagement intégré d'un territoire qui veut dire développement durable. Et là, nous dit MSc, ça veut dire master. Donc, après master, c'est doctorat. Vous voyez, comme nous dans l'université, donc on a tout parlé clairement de quel niveau diplôme. Donc, il y a une licence, il y a un master, et puis ensuite, c'est docteur. Donc, ensuite, il parlait de TCD. TCD, c'est Tourisme Côtier Durable. Donc, c'est un programme que moi été coordonné. Donc, c'est au passé. Parce qu'on ne peut pas gagner toutes les fonctions en même temps, on comprend. À part si c'est un aspect associatif, etc. Donc, ensuite, moi, j'ai été du tourisme de 2018 à 2019. Moi, je suis un gestionnaire de programme, tout. J'en vais le mentionner là. Donc, ça veut dire que un programme qui apprend de point A à point C, c'est un métier bien, son apprentissage qui t'a intéressé nous chaque là. Et puis ensuite, moi participé dans la création de chambre métier à l'artisanat d'Haïti. Côté moi présidente, je dis à moi vice-présidente. Moi passé maillette là by Madame Régine Tesco Fabius. Et donc moi occupé poste vice-présidente jeudi là et bien moi très content d'annoncer nous que d'ailleurs chapitre chambre des métiers à l'artisanat d'Haïti dans Grandance chaque
Donc, si il y a des gens parmi nous qui fait artisanat ou bien qui développent des savoir-faire, des métiers, on a dit plus techniques ou bien qui intermédiaires, la chambre des métiers a ouvert de bras à nous pour nous capables de porter coller dans la création et puis développer projets, etc. Ensuite, pour moi, moi, je suis entrepreneur tout. Moi, j'ai créé une entreprise qui est les Westec, qui c'est une compagnie qui est spécialisée dans tout ce qui vient à ouais avec FAPLA. Que ce soit dans la question recyclage, que ce soit dans l'étude qui vient pour faire en matière de gestion FAPLA, formation pour les gens qui ont une question FAPLA et autre conception de système. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs casquettes. Mais je dis là, c'est aménagiste là qui vient parler avec nous. Et puis surtout, une citoyenne qui est engagée et qui accepte de prendre un rôle, un rôle principal dans la question aménagement de territoire en Haïti. Et donc, en termes de dans le domaine gouvernance là, et qui ont beaucoup dit dans la question aménagement de territoire. Donc, moi, je suis content là avec nous pour faire Tichita parler de ça. Et voilà. Si vous voulez, d'abord, sous introduction, si nous avons une question, nous pouvons échanger 2 minutes sur ça et après, nous allons entrer dans un sujet qui c'est qui aménagement de territoire pour Haïti. Merci. Question? Ça? Non. Pas de question vraiment? Pas de question. Okay. Donc, en français, quel aménagement du territoire pour Haïti? Donc, tout d'abord, ma présentation en 7 grandes parties. Donc, qui c'est d'abord qu'est-ce que l'aménagement du territoire? Quels sont les outils d'aménagement du territoire? Quelle est l'histoire de l'aménagement du territoire haïtien? Quels outils d'aménagement du territoire disposons-nous en Haïti? 5. Qui sont les acteurs de l'aménagement du territoire en Haïti? Quel modèle suivre et quelles sont les perspectives à envisager? 7. Quelle gouvernance pour envisager l'aménagement du territoire? La résilience et pourquoi pas le développement durable des territoires haïtiens. Et enfin, nous allons parler de défis, perspectives en guise de conclusion. Alors, moi, structurer comme ça en cette partie, mais après que moi, je voulais présenter nous plutôt et passer à travers thématique là de manière, j'espère, assez ludique. Et nous allons sortir dans un aspect, nous allons l'autre, et sans problème. Donc tout d'abord, est-ce que tout le monde est à l'aise à qui ça aménagement, déjà mot aménagement, qui ça signifie? Est-ce que nous avons une idée? Qu'est-ce qui a une idée? Qui ça aménagé évoqué pour moi? Quelle signification tu as bleu ou même? Bleu. J'en ai même parlé. Analyse. Qui ça aménagement veut dire pour vous? Et qui ça aménagement du territoire par veut dire pour vous? Ok? Viens là. Et bonsoir tout le monde. Qui ça aménagé? Aménagement, qui ça veut dire? Et c'est plutôt dans le sens meublé et mieux structurer la position des bâtiments et des institutions, et que ce soit institutions privées ou publiques. Et on peut citer les marchés, les écoles, les églises et tout ça. Et pour te dire que aménagement territorial, eh bien, aménagement territorial là, il englobe tout ça qui vient pour avec environnement côté n'a évolué. Et par exemple, tout côté monnier, et nous gagnons pour nous l'école, l'église et
maison pour mon habiter et puis il prend en compte tout drainage et parce que si il y a de l'eau qui a coulé, il faut qu'il y ait pour monde passer et nous avons de l'eau de ruissellement, il faut qu'il y ait un drainage pour être capable de pas faire dégâts, pas faire inondation. Merci. C'est déjà bon. Merci. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui veut ajouter un bagage? Est-ce que nous sommes d'accord à la définition que le bail là? Hein? Alors, moi, je suis d'accord en partie. Parce que bon aspect qui peut paraître, c'est la question de l'harmonie. Il faut que ça soit fait en l'ordre, il faut que le fait de manière équilibrée pour que l'environnement et cadre de vie est agréable pour tous, non seulement habitants, mais usagers tout de l'espace. Donc, pour compléter la compréhension de qui ça aménagement territoire, domaine aménagement territorial, je n'ai pas senti vidéo pour nous. Mon minute. Parce que je ne peux pas faire cours aménagement territorial et je ça t'a demandé parce que c'est quand même presque 5 ans d'études. Vous comprenez? Donc, on a fait de manière très accélérée et on a pris un modèle, la France, qui c'est une pays qui théorisait la question d'aménagement territorial en pilote. Et puis, un pays qui était colonisé Haïti, donc ça veut dire que je dis, en pilant droit fondamental, droit que nous avons utilisé, je dis, que ce soit droit administratif, que ce soit droit décentralisation, droit public en général, découlé de logique État unitaire que la France a mis en place époque Napoléon, qui était d'ailleurs en même temps appliqué en partie sur Haïti et que nous-mêmes nous venons utiliser comme modèle après l'indépendance. Donc, c'est-à-dire que dans pile référence à droit français, et donc c'est pour ça que je prends l'exemple ça. Mais 3 pays, je dis, il y a une politique publique qui vient avec aménagement territorial. Aux États-Unis, on peut parler de land planning, urban design, etc. Qu'avons-nous appris dans le chapitre Aménager le territoire? La France, bien intégrée à l'espace européen et mondial, se caractérise par d'importantes inégalités entre les territoires. Ces inégalités sont renforcées par la mondialisation et la concurrence internationale. Les activités se concentrent principalement dans les grandes aires urbaines. La métropole parisienne s'impose comme étant le principal pôle de l'organisation du territoire français. Les littoraux et les espaces frontaliers sont également attractifs car ils permettent des échanges. Ces espaces reçoivent la majorité des investissements et mettent en place de nombreux aménagements qui transforment l'espace pour répondre aux besoins des habitants. Cette métropolisation s'effectue au détriment du reste du territoire. Des inégalités se creusent entre les espaces les plus attractifs et d'autres territoires moins bien intégrés, comme les espaces ruraux ou les espaces industriels en reconversion. Les inégalités se retrouvent à toutes les échelles. Dans les zones rurales, les services et les infrastructures pour les habitants sont difficiles d'accès. Des politiques d'aménagement du territoire sont mises en place afin de réduire ces disparités sociales et économiques. Les aménagements concernent divers secteurs, comme les transports, l'environnement, la santé ou la culture. Par exemple, la politique de la ville est une politique mise en place par les pouvoirs publics dans les quartiers défavorisés pour y réduire les inégalités. Les acteurs de ces aménagements sont nombreux et se diversifient. Ils peuvent être privés ou publics. Le rôle de l'État est encore important par l'instauration de politiques d'aménagement du territoire. Toutefois, les collectivités territoriales acquièrent de plus en plus de compétences grâce à la décentralisation. Les régions, les départements et les communes réalisent des actions au niveau local et cherchent à attirer des habitants et des entreprises en gagnant en attractivité. L'Union européenne a également un rôle dans l'aménagement de l'espace français, puisqu'elle octroie des subventions afin d'aider les territoires et contribuer à leur développement économique.
Qu'avons-nous appris? Ok, il y a plusieurs mots. Il y a plusieurs mots-clés que nous tendez dans la vidéo, ça, cette capsule, ça, parce que nous sommes capables de souligner et qui est important. Bien sûr, là, on a parlé de. C'était une capsule vidéo qui t'a parlé de phénomène métropolisation en France et en Europe et importance et jeu d'acteurs qui existaient. Concours de parler de l'Union européenne, nous avons les mots acteurs publics, acteurs privés, nous avons répété plusieurs fois la question inégalité sociale, inégalité spatiale, inégalité économique, et nous avons parlé tout de décentralisation, de politique publique, nous avons parlé commune, concours acteur qui principal, et puis développement économique, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réagi sur cette capsule ça déjà? Personne. Ok. Est-ce que nous reconnaissons des bagailles qui viennent à ouais avec le territoire national haïtien? Est-ce que nous pouvons parler de inégalité socio-spatiale en Haïti? Est-ce que toute bagaille n'est pas concentrée Port-au-Prince? Est-ce que les ressources, même décisions, est-ce que pas plus prendre Port-au-Prince? Est-ce que nous pas une dépendance par rapport à Port-au-Prince? Même là, ici, il y a par exemple dans Grandance, nous c'est, il dit, il y a un plus gros grenier alimentaire et pays. Ok. Est-ce que aliment ça qui produit dans Grandance là, est-ce que vous arrivez sorti dans Grandance là? Est-ce que vous créez richesse assez pour dire que vont retomber en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes, est-ce que vous avez richesse ça dans les gens que nous vivons ici et là? Est-ce que nous avons installation publique et refléter richesse et production régionale là? Eh bien donc, il y a un déséquilibre, ça mène que dans le diagnostic là, alors, on a fait aménagement de territoire, toujours en première phase, qui c'est diagnostic socio-économique ou bien multisectoriel, qui fait que ou chita, ou marché, ou chita avec des acteurs, ou chita avec des gens qui ont une compréhension de ce qui passe dans le quotidien, et puis ou marcher dans toute zone pour comprendre qui ça passe. C'est ça le diagnostic. Donc ça c'est la première étape. Et donc dans l'histoire, on peut dire que nous toutes là, nous avons à peu près une idée de qui ça aménagement de territoire là. On peut dire que nous parlons de politique publique, pas vrai? Donc c'est une politique volontariste que l'État lui-même a doté de tête pour être capable d'agir sous et déséquilibre ça, inégalité ça, que nous avons parlé, et nous voyons que l'inégalité, l'IBAI pauvreté, l'IBAI des menaces qui pèsent sur la population, et il ne pas permettre que l'État ait ses leviers économiques avec politique normale pour être capable d'agir, pour être capable de projeter tête dans une logique de développement. Là-dessus, donc ça veut dire que là, un territoire pas aménagé, là, un territoire livré à lui-même, nous voyons quantité de désastres que ça produit. Est-ce que nous connaissons aller sous bord de mer, Jérémy? Est-ce que nous voyons que son espace est bien aménagé? Est-ce que nous sentons que bon, l'État, ou bien que ce soit l'État national, l'État central, ou bien l'État local qui a occupé l'espace, qui a pris soin? Est-ce que nous connaissons les gens qui ont occupé place publique là, qui a fait nettoyage, qui a entretenu place là, etc. Est-ce que nous voyons ça? Ok. Combien d'entre nous là utilisent la bibliothèque municipale là? Hein? D'accord. De manière ponctuelle. Très bien. Mais ça n'a pas qu'à constituer en politique publique générale. Pas vrai? Donc, nous comprenons que si nous avons l'État, nous avons dit qui prend en charge aspect aménagement de territoire là, nous-mêmes ici, comme étudiants, il y a un pic bénéfice que nous sommes capables de jouer. Ça veut dire que nous avons ressenti moins de déséquilibre, nous sommes capables de gagner un cadre
de vie plus améliorée, peut-être nous avons plus d'opportunités tout pour nous capables de développer peut-être nous individuellement comme monde, et puis peut-être tout en collectif, jusqu'à ce que nous ayons emploi ou bien nous créer emploi pour l'entreprise et ainsi de suite. Donc ça veut dire que le non-aménagement ou bien l'absence de politique publique en matière d'aménagement qui pour favoriser que potentialité vienne bail résultat, eh bien, li bloquer nous a dit processus développement, parce que développement c'est un processus lié, d'accord, c'est pas comme ça, c'est pas un projet. Développement c'est pas un point A ou arriver dans un point B et puis c'est terminé, non, c'est un processus continu, vous comprenez? L'arrivée dans le stade, on ne peut pas camper. Il y a toujours attendu, tout le monde entend parler de PIB, qui c'est produit intérieur brut, donc fait économie, et PNB, produit national brut, et puis nous entendons parler tout de IDH, qui c'est indice de développement humain. Donc tout aspect ça y est, à ouais tout, à qui genre cadre de vie, aménagé ou bien pas aménagé. On dit monde qui prend 3 heures de temps pour aller à l'école. Est-ce qu'il y a une capacité pour apprendre, gens pour l'apprendre, pour développer tête, gens pour l'apprendre, pour développer tête. Là, il y a plus effort pour le faire, pour rattraper un petit monde, côté bus là passer prendre dans 5 minutes, dans 10 minutes, il y a dans la salle classe, il ferait et il va absorber, il a dit plus que 2/3 de ça que le professeur préparé dans le programme. Vous comprenez? Donc ça veut dire que bon désavantage côté que Timounio n'a pas accès à transport, à l'école là, et peut-être à l'alimentation et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc c'est vraiment logique. Côté pas une politique d'aménagement versus côté qui gagne. Donc ça veut dire que nous-mêmes, quand nous bien situés nous-mêmes Haïti, nous dans le Caraïbes là, mais en même temps tout, nous désavantagés. Nous désavantagés parce que nous pas tirer profit de technologie par exemple assez nous considérons nous comme si nous dans périphérie, nous pas fait partie de décision assez, donc ça c'est l'autre échelle régionale et internationale, c'est pas ça. Donc on y a là qui gens que nous capables d'établir des politiques publiques qui capables de permettre nous rattraper au retard nous en termes de croissance économique, en termes d'indices de développement humain et autres, tout ça passer tout par qui côté on va mettre équipement, infrastructure, route, aéroport, port et ainsi de suite. Nous comprenons tout ça fait partie de réflexion sur l'aménagement du territoire. Qui côté on va quitter pour planter, pour capable pas dépendre de autres pour capable alimenter tout. Vous comprenez? Est-ce que nous avons quitté tout territoire agricole urbanisé? Ça veut dire qu'ils viennent construire, ils viennent agglomérer et là ça, vous êtes capable d'avoir une obligation pour importer soit manger. Tout ça fait rentrer dans la logique d'aménagement de territoire. Donc c'est un peu pour capable situer qui ça aménagement de territoire là un peu plus, mais c'est au fur et à mesure dans l'étude nous appelle comprendre plus. C'est pas un seul jour, une seule conférence là qui va permettre de nous cerner tout aspect aménagement de territoire là. Il est très complexe, il y a un tout avec l'urbanisme. Donc ça c'est un champ à part. OK, il y a urbanisme réglementaire, il y a urbanisme paysager, une quantité d'autres aspects dans le métier ça que m'invitez nous à découvrir de par nous-mêmes. Et puis si nous avons des questions, on a toujours faire appel à moi, on a toujours disposé pour répondre. Quand il y a un gardé en Haïti, je ne vais pas lire tout le texte, mais rapidement pour nous comprendre que l'aménagement de territoire là, dans le monde déjà c'est un champ qui est relativement jeune. Vous comprenez? Il y a des métiers comme la médecine qui beaucoup plus, qui millénaire. Mais champ aménagement de territoire là, j'ai théorisé là, il n'y a pas 100 ans. Et en Haïti, il n'y a pas 50 ans. D'accord? Donc ce sont des nouveaux métiers. C'est pour ça tout, ouais que très rare université qui enseignait ça en Haïti. Donc c'est à peine si nous commençons à des masters en géographie, des masters en urbanisme plus ou moins, vous comprenez, mais off
en formation universitaire dans le domaine-là, il est beaucoup très diffusé en Haïti. Mais nous quand même, et avant certains pays de Caraïbes, nous quand même sommes un peu en avance et nous parlons que nous faisons des bons en avant et en même temps nous venons ralentir ce processus là durant les périodes et ça très lié tout avec instabilité chronique sur le plan politique et social que nous venons connaître. Donc, m'appeler ça rapidement pour nous, c'est un texte de Gary Lérisson. Alors, on dit que dans le texte de loi haïtien, la locution planification urbaine figure dans l'actuelle loi organique du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Celle d'octobre 83 et dans celle qui l'a précédée, celle de juin 78, elle se trouve associée au service de planification urbaine. Dans les 5 précédentes lois organiques, novembre 46, février et décembre 58, mai 63 et juin 71, ce service était celui de l'urbanisme. Ce glissement sémantique, donc on a parlé d'urbanisme d'abord, ensuite de planification urbaine, ce glissement sémantique semble faire dans la continuité de l'étude du plan de développement de Port-au-Prince et de sa région métropolitaine, réalisé entre 1974 et 1977. Dans le monde anglo-saxon, la distinction est faite entre urban planning et urban design. Dans la législation haïtienne relative à l'urbanisme, le projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la ville, le PAEV, est l'unique outil de planification urbaine clairement défini avec indication sur les villes astreintes à l'avoir, les autorités en charge de son élaboration et de sa validation, les éléments le composant et le contenu du zonage qui l'accompagne. Le PAEV se trouve dans la loi du 29 mai 1963, le principal texte de loi consacré à l'urbanisme et à la construction, qui est en fait la republication du décret-loi de juillet 1937. Donc déjà en 1937, début du XXe siècle, on commençait déjà à parler de la ville et des instruments nécessaires pour pouvoir gérer la ville. Mais c'est surtout 1963 que côté que ville consacrée dans la loi, côté que vous parlez de PAEV comme outil de gestion pour une ville. Mais déjà 2500 habitants étaient considérés comme une ville à l'époque. Le PAEV a été emprunté à une loi française, la loi Cornudet, votée le 14 mars 1919, pour la première fois en France. Une loi institue la planification urbaine, car il ne s'agit plus d'un droit concernant uniquement la voirie, l'organisation communale, l'alignement ou les procédures d'expropriation. Désormais, un document d'urbanisme établi selon une méthode globale sur l'aménagement des villes a pour objectif d'assainir et d'orienter la croissance urbaine par un dispositif permettant de réguler les modes de production de la ville à travers le prisme de l'hygiène. Nous toutes déjà entendu parler de logique de école hygiéniste du 19e siècle. Oui ou non? Nous déjà entendu parler de Haussmann peut-être et de cette école notamment californienne de l'hygiénisme. Hein? Côté que je parlais de ainsi que New York, c'est comme ça que New York vient le parc, grand parc central, là, Central Park. Côté que je dis, il est nécessaire pour que toute ville dispose d'un parc qui a environ tel pourcentage de villes là et qui représentait pour mon ville là. Ouais, c'est pour une capable et c'est pour une ville là capable d'aérer et puis pour les questions de santé. Si l'outil légal de planification urbaine d'Haïti, le PAEV, n'a pas changé depuis 1937, celui en usage en France a énormément évolué depuis son introduction en 1919. En 1943, il sera remplacé par le plan d'aménagement. En 1967, par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, le SDO, et le plan d'occupation des sols, POS. Puis, en 2000, le schéma de cohérence territoriale se substitue au SDO, tout comme le plan local d'urbanisme au POS, plan d'occupation des sols. Bizarrement, en Haïti, toutes
les études de planification urbaine réalisées depuis le début des années 70 et ce jusqu'à 2017 ne font jamais aucunement mention du PAEV comme référence légale. Le tableau ci-après présente les diverses dénominations utilisées par ces études. Elles sont empruntées à des législations étrangères, canadiennes et françaises principalement. Bon, il y a un schéma là que je pourrais vous passer. Je trouve que ce texte est particulièrement intéressant parce que pour une conférence comme ça, il aurait fallu que moi-même j'aille compiler toutes ces informations. Or, il y a il y a une éminence déjà en la matière qui s'est déjà penché là-dessus et qui a fait tout un travail pour dresser l'historicité de l'aménagement du territoire en Haïti. Donc, j'en profite pour le remercier, même à distance. C'est l'urbaniste, l'architecte urbaniste Gary Lérisson, est également professeur à l'université. Le PAEV, donc vous voyez sur ce tableau, c'est les différents documents de planification territoriale qui ont été produits depuis les années 70 et même avant. Et puis, vous voyez que les dénominations changent, alors que la loi parle de PAEV depuis 1937 et particulièrement de 1963. Le PAEV a été sorti de l'oubli à partir de 2013-2014 et les initiatives suivantes en témoignent. En juillet 2013, le Comité interministériel d'aménagement de territoire publie une compilation des lois et règlements d'urbanisme en vigueur en Haïti. Donc un peu, c'est le code de l'aménagement de territoire et de l'urbanisme. Le PAEV en particulier est mis en évidence après un travail d'analyse du contenu de ces lois. En 2014-2015, Gary Lérisson, toujours, réalise pour le compte du ministère de la Planification et de la Coopération externe une étude sur les principes, règlements et outils opérationnels de la législation haïtienne sur le développement urbain. Il y plaide pour une utilisation des outils opérationnels existants, en particulier le PAEV, en attendant une refonte des textes qui est une entreprise de moyen à long terme. En 2016, elle réalisait une étude pour l'identification et la formulation du programme de développement urbain du 11e FED. Donc c'est toujours là, ça c'est, vous avez entendu parler de l'Union européenne qui aide les territoires, notamment en France, en termes d'aménagement de territoire. Eh bien, l'Union européenne a mis en place également des instruments de coopération externe avec les autres pays. Et pour Haïti, nous avions bénéficié du 11e FED, le Fonds européen pour le développement. Et dans le cadre de cet outil, en fait, il y avait toute une étude donc, pour l'identification et la reformulation du programme de développement urbain. Et c'est suite à cette étude que le programme UrBaïti a été mis en place en Haïti. Ils sont passés en revue, entre autres, la gouvernance urbaine au niveau local et la gestion des territoires et les acteurs locaux associés et le poids de l'urbain en Haïti. En avril 2017, le SIAT a organisé un atelier de définition du contenu du document d'urbanisme pour les villes d'Haïti, en prémisse aux études qui seront lancées au cours des années 17 et 18. En décembre 2018 est lancé le programme UrBaïti de l'Union européenne. Il financera la réalisation de certains PAEV, notamment le PAEV de Jérémy de Beaumont de Dame-Marie, que j'espère vous avez déjà pris connaissance, dont j'espère vous avez pris connaissance. La première étude de planification urbaine lancée en 1974, après une phase préparatoire de 2 ans environ, fait suite à l'arrivée au pouvoir de Jean-Claude Duvalier. Après les 13 années du règne de son père, le docteur François Duvalier, la crainte d'une accélération incontrôlée de l'urbanisation de Port-au-Prince était en lien avec une relance de l'économie. À la suite du développement de l'industrie, de la sous-traitance et la reprise du tourisme, Port-au-Prince en passe de devenir un monstre. Tel était le titre de l'article consacré à l'interview de l'architecte Albert Mangonès dans l'édition de février-mars 1973 de la revue franco-haïtienne Conjonction. 18 années auparavant, le même architecte dans l'hebdomadaire appelé Reflet d'Haïti
posait déjà le problème de développement anarchique de la ville et l'euphorie à courte vue d'une société mercantile, c'est-à-dire basée seulement sur le commerce, spéculant fiévreusement sur les valeurs immobilières. Ça, c'était de Mangonès en 1955. Au début des années 70, mis à part la ville du Cap-Haïtien qui était déjà à l'étroit dans sa trame coloniale et qui avait connu un début de périurbanisation dans la zone de Sainte-Philomène, au-delà de l'entrée dite de Barrière-Bouteille, les autres grandes villes, chefs-lieux de département, n'avaient pas encore débordé de leur site originel. Ainsi, planifier l'extension de ces villes n'était pas une nécessité à l'époque. En 1971, le deuxième recensement démographique faisait état de 878 988 urbains pour une population totale de 4 329 991 habitants, soit un taux d'urbanisation de 20,3%. L'urbanisation va progresser lentement sur les 10 ans qui suivent. En 1982, il est de 25,7%. Elle va ensuite s'accélérer en 2003 lors du quatrième et dernier recensement. En 1971, le deuxième recensement démographique faisait état de 860. Bon, je ne vais pas répéter ça, mais bon. En gros, il y a 5 grandes étapes recensées dans l'histoire de notre aménagement du territoire en Haïti. D'accord? Donc, nous partons des années 70. Ensuite, et vous verrez qu'à chaque fois, il y a en fait un prétexte pour pouvoir répondre à des commandes, des études et autres. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à peu près, on peut dire, à la 5e période de l'aménagement du territoire en Haïti, avec une quantité d'études qui ont pu être produites à différentes échelles. Bon, si vous dormez, je crois que ce n'est pas la peine que je fasse la présentation. Il y a beaucoup de personnes qui dorment. Bon, donc à l'échelle nationale, donc, on a entendu le mot échelle, on a entendu le mot acteur, on a entendu à plusieurs reprises parler des études. Donc comme quoi l'aménagement du territoire en Haïti se fait par à-coup et souvent en réponse, pour ne pas dire en réaction, par rapport aux cataclysmes qui nous frappent régulièrement, cyclones, tremblements de terre et autres. À chaque fois, on se rend compte, oh, on n'a pas planifié, oh, on n'a pas. Donc, en fait, on est tout le temps en train d'essayer de corriger ou de reconstruire, rarement en train de planifier véritablement le territoire. Mais il y a eu des velléités, il y a eu des volontés dans le passé de mieux planifier ou de présenter un meilleur faciès d'Haïti, notamment à Port-au-Prince. On pense notamment au bicentenaire, bien sûr, que le président estimé a su aménager pour pouvoir accueillir l'exposition internationale. N'est-ce pas? Et qui est resté dans la mémoire de tous comme de grandes opérations d'aménagement. La ville de Verrette et autres. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, après le tremblement de terre de 2010 et plusieurs autres cataclysmes, et même je peux dire depuis peut-être les grands cyclones qui ont frappé les Gonaïves, on a la planification territoriale s'est accélérée, d'accord, avec la nécessité de produire beaucoup plus d'études et de couvrir beaucoup plus de territoires. Donc l'échelle nationale, à l'échelle nationale, nous avons une quantité d'études, notamment Géo-Haïti. Donc quand je parle d'un document, je vous invite aussi à constituer votre bibliographie, à faire des recherches en ligne. La plupart sont déjà en ligne. Géo-Haïti, qui est-ce qui connaît ce document? Voilà, ça date de 2010. Ça permet vraiment de couvrir l'échelle nationale, de comprendre les dynamiques, de comprendre les territoires qui sont sensibles, et de comprendre aussi les défis en termes de démographie et autres. On a Haïti demain, qui est un document de vision produit par le CIAT après le tremblement de terre de 2010 et qui propose justement de régionaliser l'aménagement du territoire,
de concentrer les efforts d'infrastructure dans, par exemple, la boucle Santortibonite, qui est un peu moins exposée par rapport au cyclone et un peu moins exposée également par rapport au risque sismique, surtout dans le plateau central. Donc, de faire en sorte que les régions soient, ne dépendent pas l'une de l'autre, mais qu'à l'intérieur même d'une région, que les villes, le réseau des villes se constitue en boucle et qu'ensemble, que le réseau des villes puisse disposer de suffisamment d'équipements, de suffisamment d'infrastructures pour pouvoir générer de la richesse à l'intérieur même de la région et pourquoi pas de pouvoir supporter les autres régions qui seraient peut-être à la traîne ou frappées par des cataclysmes, ce qu'on appelle des aléas. Nous avons également le PSDH. Qui est-ce qui a déjà entendu parler du PSDH? Le plan stratégique de développement d'Haïti. D'accord? Il est constitué d'une quantité d'annexes, notamment le plan triennal d'investissement. Donc c'est un document très intéressant à voir. Bon, j'ai eu la chance d'y participer. Donc c'était vraiment tout un défi que de prendre connaissance de tout ce qui se passait, tout ce qu'il y avait à l'échelle nationale, à l'échelle départementale, à l'échelle même des localités et de restituer ça dans un même document. Donc il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de cartes et je vous invite vraiment à aller voir. Et là aussi, on s'appuie sur la logique des pôles de développement qui peuvent constituer quelque part vraiment le socle du développement d'Haïti, mais en s'appuyant vraiment sur des logiques, encore une fois, régionales. Et en ce sens, on propose le maillage territorial, le maillage des routes, le maillage des ports, et il y a une hiérarchisation entre les ports internationaux, les ports régionaux et les ports locaux, et tout ça dans des logiques, je pourrais dire, des cycles, dans une logique circulaire de l'aménagement du territoire. Vous vouliez dire quelque chose? Dans le sens de la régionalisation de 1988, c'est pas ça? Ça fait référence également. Ça fait référence également. Mais ça va plus loin. Dans le PSDH, comme dans Haïti demain, on va beaucoup plus loin avec des logiques des regroupements, mais c'est pas fermé. Oui, c'est parce que avec la Constitution de 1997, on avait mis de côté cette approche de régionalisation. On avait regroupé le territoire en quatre régions, mais tandis que dans cette nouvelle constitution, et on a fait... Laquelle? Quelle nouvelle constitution? Donc, en fait, les messieurs, ils ont la constitution de 1987 amendée ou pas, je ne sais pas. Et puis, donc à travers cette constitution-là, eh bien, on a surtout une approche de départementalisation ou de régionalisation. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Et c'est vraiment une des questions. Je dois vous dire que je participe à plusieurs groupes de discussion autour de cette affaire de réforme autour de la Constitution et autres. L'un des nœuds pour moi, c'est la disparition complète du mot région. Donc c'est très important, mais d'autant que on dispose, alors c'est ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est la déconnexion d'une part entre la production intellectuelle et la gouvernance, ou même la coordination de l'action gouvernementale par rapport à la connaissance qui est accumulée. Donc on dispose d'une quantité d'études, notamment à l'échelle régionale, donc vous voyez ici, dans le deuxième niveau, donc au niveau des régions et même des départements, on dispose d'une quantité d'études. Il y a la stratégie régionale d'aménagement de la péninsule sud qui est complète et qui n'a pas été suivie, on peut dire, de l'action et de l'investissement qui aurait dû suivre. Vous voyez, donc on a beau dire les régions sont importantes, mais si derrière l'investissement ne suit pas, ou bien là, il n'y a pas la cohérence nécessaire dans l'action, eh bien on peut passer à côté de la vision de développement. On a aussi à l'échelle nationale l'Atlas, ce qu'on n'avait pas avant le tremblement de terre, on a l'Atlas des menaces naturelles d'Haïti. Alors ça c'est un document très très important
que je vous invite tous à lire, à maîtriser et regarder plus particulièrement Atlas des menaces naturelles en Haïti. Donc vous savez que le risque, puisque nous vivons dans un territoire à risque multiple, eh bien le risque, on doit tous, tout un chacun, intégrer la notion de risque même dans notre façon de vivre. Nous devons intégrer le risque, et le risque en fait c'est aléa multiplié par vulnérabilité. Donc déjà si on connaît l'aléa, et l'aléa pour ceux qui sont génies et autres, vous savez qu'on peut seulement l'identifier, mais on ne peut pas forcément agir sur son intensité, sur sa fréquence et autres. Mais par contre, si on connaît la vulnérabilité, donc l'exposition face à cet aléa, eh bien on peut agir, on peut minimiser notre exposition dans la manière que nous construisons nos villes, dans la manière que nous construisons les bâtiments, dans la manière que nous réagissons ou nous anticipons, dans la manière où nous alertons, pour pouvoir minimiser l'impact une fois que l'aléa arrive, pour que le risque soit moindre. Donc, ce document, je vous invite vraiment à faire connaissance, à en faire connaissance. Nous avons également le schéma national d'aménagement du territoire que je pourrais partager avec vous, même s'il n'est pas encore publié par le ministère de la Planification et de la Coopération externe, mais il couvre tout le territoire national et va même à l'échelle des communes pour pouvoir dégager, par exemple, des potentialités, des spécialités, et toujours dans une cohérence avec le PSDH et Haïti demain. Je vous ai parlé à l'échelle régionale, départementale, sachant que l'avant-projet de loi sur l'aménagement du territoire voulait mettre l'accent sur une échelle dont on ne parle pas souvent, c'est la notion d'arrondissement. L'échelle d'arrondissement qui est très intéressante et très importante pour nous quand on vit dans un espace, dans un territoire. Eh bien, quand vous traversez les rivières, vous voyez parfois des marchés ruraux qui se font chaque 2-3 fois par semaine. Eh bien, tout le monde connaissait la machine à rier et ainsi de suite. C'est parce que, en fait, dans la logique d'arrondissement, c'est connecté, c'est des espaces où se retrouvent à la fois le secteur urbain, donc la ville, et le monde rural. Donc les marchés sont un peu ces nœuds d'interconnexion entre la ville et le monde rural. Donc à l'échelle de l'arrondissement, et certes on sait que lorsqu'il y a des élections, eh bien on parle de circonscription, etc., chaque député, etc. Pas vrai? Mais en réalité, arrondissement est bien intéressant parce que son échelle, côté que j'aime dire rural avec ville, les retrouver. Ou bien, c'est même échelle ça tout. Donc, on va jouer au mode de, comme si l'heure du monde qui paye ou toute la grande imaginaire de monde qui paye que nous. Pas vrai? Les gens ne doivent pas prévenir là, les gens doivent plus dans arrière-pays. Eh bien, ils ont limite tout pays côté nous sortir là. Lié à des limites géographiques. Lié et limites géographiques, ça, c'est telle rivière ou bien tel traitement qui fait que au-delà de ça, on connaît de pour passer sous l'autre versant montagne ça, ça va payer ou encore. Ou bien c'est tel l'autre côté à monde, tel l'autre côté. Nous entendons le monde dire, le n'a fait comme jeu football par exemple, on a fait des équipes. Donc parfois, c'est des regroupements qui fait en fonction d'un territoire de vécu qui c'est souvent en bassin versant, qui est lié avec le bassin de vie ça, et qui c'est en échelle d'arrondissement. Donc dans l'arrondissement ça, peut-être, il est intéressant que nous connaissions combien de monde qui est scolarisable, combien l'école pour nous planifier, et combien, etc. On comprend de ça, il est peut-être offrir nous plus équilibrage au niveau territorial. Donc c'est en digression de fait pour rappeler l'importance de l'arrondissement, même si malheureusement nous n'avons pas assez d'études à l'échelle d'arrondissement et communauté capable de regrouper tête en intercommunalité, ça veut dire des communautés de communes ou bien communautés d'agglomération si ce sont des zones urbaines pour être capable de gérer l'espace ça bien. Notamment question FATRA. Est-ce que chaque commune peut avoir un échange public? Pas forcément. Il est capable de mettre en place un système de collecte, côté que la coûte est au moins cher et il est capable de gagner plus
ces moyens dans meilleur pour être capable de gérer mieux et un volume facteur qui est suffisant tout, qui est capable de justifier un investissement qui est assez important. Donc, arrondissement est très important et nous avons des études sur le Grand Sud et autres. Nous avons fait même là pour le Grand Nord. Ensuite, nous avons à l'échelle communale, nous avons par exemple plan de prévention des risques naturels. Pas vrai? Donc, c'est un côté qui est plus exposé au risque. Nous voyons ça. Que ce soit le cyclone, nous voyons ça Mathieu passé le fait. Que ce soit séisme, tsunami, glissement de terrain, nous allons passer sur route nationale, route départementale numéro 7 là, nous voyons quantité avalanche qui fait sur route là malgré que route là est faite. Et nous voyons comment il est capable d'impact sur le transport public et puis transport commercial. Là. Donc, il est important pour que chaque département ait un plan de prévention des risques naturels au complet. C'est tout un jeu et puis il y a autour plan de contingence qui côté que il coude là c'est centre d'opération d'urgence vous croyez que tout brillant là mais tout département fait pour gagner la donne ou gagner radio système de communication parce que leur gain catastrophe premier bagage qui va marcher c'est télécommunication. Or c'est libéré plus de monde. Donc il faut nous assurer nous dans logique de résilience même nous-mêmes là au niveau de l'université est-ce que nous avons un plan de contingence si de l'eau montée, qui est-ce qui est en charge de déclencher alerte? Qui ça cap fait? Qui côté n'a pas regroupé? Et ainsi de suite. Et chaque monde fait pour un plan de contingence à la tête. C'est pas prendre un ballon qu'on va chercher. Oh, qui est en charge? Etc. Vous comprenez? Donc, c'est même bagarre là en échelle de ville. Donc, plan de prévention des risques là, ramasser tout aspect ça et nous avons une cartographie qui est associée à ça. Malheureusement, nous pas venir dans la réunion jeudi des territoires que nous avons fait semaine passée. Et bien, nous avons fait présentation, plan de prévention des risques de Jérémy, et pour toute grandeur en réalité. Et nous avons même fait modélisation en 3 dimensions de risques qui planaient sous nous, ici. Que ce soit inondation, que ce soit risque qui vient avec séisme, tsunami, etc. Donc si nous voulons tout, nous sommes capables de passer nous enregistrement, c'est toujours intéressant pour nous capables de gagner information. Mais toute commune pays pour gagner, tout département pour gagner. Donc là vraiment nous voyons que défiant sous acteurs locaux et puis acteurs nationaux, là toujours. Nous pouvons couvrir tout le territoire national là, de outils qui permettent de guider, nous avons dit mairie pour capable connaître qui côté pour y avoir un permis de construire, qui côté pour y pas bailler et aussi y avoir qui conditionnalité qui pour remplir. Bon, je pense que nous allons avancer. Donc, nous voyons que une quantité d'études qui existaient, de parler de PSDH, c'est pour nous idée de couverture là. Nous allons chercher en ligne, ok, avec une vision de faire d'Haïti un pays émergent en 2030. Qui dit de émergent dit qu'on nous gagne un produit intérieur brut, donc un taux de croissance économique. Il y a 2 chiffres là-dedans. C'est-à-dire, nous quittons 9% derrière, nous passons à 10 pour nous capables de faire que nous gagnons suffisamment moyens dans nous pour créer une classe moyenne qui lui-même à son tour capable de projeter tête et projeter tête de manière positive. Donc c'était un plan stratégique sur 20 ans qui t'a dit pas mettre en œuvre, il ne va pas mettre en œuvre, Jean-Claude a mettre en œuvre là, c'est par à coup, par bribes et par projet par-ci, ONG font projet par-là, etc. Et nous voyons que un gros problème de coordination générale de l'action. Et puis, crise politique que nous gagnons, créer des grands moments de vide dans l'aménagement du territoire là, et même des reculs. Nous voyons qu'il y a des routes qui finissent planifiées ou qui finissent faites, et bien, il a crasé entre-temps avec un tremblement de terre. Et puis, donc, c'est à recommencer ou bien il faut mettre l'argent dehors encore, études, etc. Donc, c'est très lent. Nous avons un processus là, très très lent pour nous capables d'arriver dans le niveau aménagement territoire que nous avons besoin. Encore des études disponibles. Donc, nous avons des études sectorielles. C'est études, par exemple, qui liées à plan directeur du tourisme. C'est les études complémentaires au tourisme qui battent nos stratégies par pôle toujours, qui montre que nous pouvons mettre accent sur Grand Nord, Grand Sud,
À l'époque, nous avons parlé de croissant ouest, c'est-à-dire Côte des Arcadins jusqu'à Tigouave, incluant l'île de la Gonave. Aujourd'hui, je pense que stratégie en plus grand nord, grand sud, pour capable et contourner le problème d'insécurité dans le département de l'Ouest. Donc, nous avons tout, il y a des études qui liées, par exemple, à la question patrimoine bâti. Nous, toute la compte qui s'appelle patrimoine, pas vrai? Il y a patrimoine bâti, et puis il y a patrimoine matériel, et puis il y a patrimoine immatériel. Dans le matériel, là, il y a patrimoine bâti, architecture, etc. Nous voyons qui s'est passé, par exemple, avec l'hôtel Olofsson. Même là, son bâtiment privé, on l'hôtel privé, mais nous voyons que disparition de l'hôtel, ça, et bien, nous tous nous sentons concernés par une catastrophe comme ça. Nous perdons qui choisit. Et bien là, ça, nous voyons que ça qui fait patrimoine, et pas forcément seulement un monument qui est dédié à tel héros, etc. Il est capable de tout un patrimoine qui fait fierté nous en tant qu'Haïtiens. Donc ici dans Jérémie, nous avons une quantité de belles bâtiments qui presque finissent de disparaître. Et moi, tout profiter de l'occasion pour sensibiliser nous, conscientiser nous sur l'importance et pour nous réfléchir ensemble, qui ça nous a fait pour nous capables de valoriser. Est-ce que nous sommes capables de faire des émissions qui mettent l'accent sur l'histoire bâtiment? Est-ce que nous sommes capables d'essayer de faire des tournées avec notre étudiant pareil nous pour nous capables à regarder, faire visibilité, etc. Déjà, c'est une façon de valoriser ces patrimoines. Nous, là, ça, c'est des 3 maisons qui étaient sous rue Seigneur Vincent et Jérémie. Du feu, tu prends là-dedans et tout. Et nous, t'es perdu. Mais il y a des vestiges toujours qui là. Donc, qui ça n'a fait avant que le film disparaisse? On va tout profiter, interpeller nous. C'est très important. Bien sûr, responsabilité là, pas opposer sur nous en premier. Nous gagnons comme étude importante que CIAP commandité en 2024, cartographie de l'urbain en Haïti, qui permet de nous voir que effectivement, sous prend un avion, on voit que dans pile espace qui libre, presque on a dit 2/3 espace là, national là, libre, il paraît libre en tout cas. Donc ça veut dire qu'il y a un aspect encore éparse, mais quand tu as pour ville, nous connaissons que, par contre, en termes d'études, IHSI montre nous que nous faisons effectivement ça des transitions urbaines. Transition urbaine, c'est qui ça? C'est que nous avons plus de monde dans la population noire qui vivent dans le milieu urbain que dans la campagne. D'accord? Donc ça implique que nous demandons une pression très très forte sur les services urbains qui augmentent. Et la population noire gagne en moyenne 21 ans, ou bien 20 ans,5. Donc il y a un paquet de jeunes, même gens avec nous, qui étaient plus dans la ville que dans la campagne. Ils posaient de l'autre problème tout. Pas vrai? Qui est-ce qui peut labourer terre? Qui est-ce qui peut reprendre le flambeau monde rural là? Et ils posaient des gros problèmes tout en milieu urbain parce que la ville n'a pas fait le nécessaire en termes de planification territoriale pour accueillir une quantité de monde qui pas forcément bien intégré. Il n'y a pas de temps préparer l'espace, il n'y a pas de temps construit pour être capable d'accueillir et il n'y a pas de fait non plus des réformes foncières nécessaires pour capable ni au niveau période, mais en même temps tout au niveau économique pour que il y ait des outils pour pouvoir nous capables de supporter la population. Et les mairies autour ne pas forcément à niveau pour être capable de supporter en termes de gestion quotidienne et mouvement population qui multiplie. Pas vrai? Et les gens qui vivent dans des villes, souvent nous, tout étudiant montre ça. Ils ont montré que c'est souvent en migration. Est-ce que nous voyons là? Donc là, c'est l'exemple de l'évolution du bâti dans l'ère métropolitaine du Cap-Haïtien entre 2007 et 2019. Donc nous avons des mots métropole là déjà tout à l'heure. Là nous dit métropole, ça veut dire que son centre urbain qui vient de plus en plus gros.
de plus en plus gros, et puis tout ça qui a passé autour de lui, tout petit bouillon, petit village, en fait, il dépend de gros mastodontes qui dans le temps, côté que toute décision prend, toute importation, c'est là, il y a fait, et en fait, il y a une logique de métropolisation. Et circulation, il fait toujours par rapport à ça que nous. Donc, il tourne en métropole. Donc, nous voyons que en rouge,